Dans ces passages de la politique où chacun se dit « qu'en pensent les autres ?», tout va à la guerre par des chemins plus ou moins détournés. On rougirait de comprendre de si grands effets par de petites causes. Mais faites attention aussi que la guerre n'a rien de grand, si ce n'est par cet appareil mécanique qui multiplie la puissance du coup de poing. Mais comme il n'y a rien de grand dans les mécaniques, et qu'elles sont toujours la même chose depuis Archimède, à la dépense près, ainsi la guerre est elle-même sans grandeur, parce qu'elle appartient à l'ordre mécanique. L'homme y est conduit par les signes du voisin, et le voisin de même. Personne ne pense la guerre, et il est donc rigoureusement vrai de dire que personne ne la veut et que personne ne l'a voulu. Comme un cheval emporté, cela ne veut rien. Cela est esclave absolument. Comme dans une panique, nul ne veut rien ni ne pense rien, mais chacun est esclave absolument et la foule de même. Et c'est par un sentiment juste que chacun rejette la faute sur le voisin. J'en ai rencontré plus d'un qui, cherchant sa propre pensée au sujet de la guerre, écartait même l'horrible et disait avec force « c'est surtout absurde ». Il faut tenir, peser, mesurer en ses mains, quelque difficile que ce soit, cette chose vide et dépourvue de sens. Un homme qui, par coup de poing, par coup de couteau, par coup de revolver, se procure quelque chose qu'il désire, ou se délivre de quelque menace ou rivalité, ce n'est point guerre. Un bandit ne fait nullement la guerre, mais plutôt une sorte de chasse. Et quand on dit que tout est guerre, entre les bêtes, on dit quelque chose qui n'a point de sens. Car les bêtes se conservent et se nourrissent comme elles peuvent. Et l'homme lui-même vit aux dépens du monde animal, exerçant sa puissance de destruction, non pas toujours sans regret, mais par cette raison qu'il faut d'abord vivre. On traque un bandit, on l'enferme dans un cercle de force supérieure. En cette opération, il peut y avoir imprudence, témérité, massacre. Mais il ne s'agit jamais de sacrifier délibérément un policier, encore moins 10. La fin est de s'emparer d'un animal redoutable, et chacun pense d'abord à se protéger, de quoi on ne lui fera point reproche. On ne conçoit même pas un chef de police qui ferait avancer à découvert, contre 2 ou 3 bandits bien armés, une troupe d'agents bien disciplinés, disant « les pertes n'importent point, pourvu que force reste à la loi ». On ne voit point non plus, et l'on ne verra jamais, un chef de police tuer sur la place un exécutant qui dirait « attendons, cherchons un autre moyen », ou bien « allez-y vous-même ». Il y a dans la guerre, au contraire, une sorte de fureur, de désespoir, de folie. Un peuple en guerre ne doit pas être comparé à un homme vigoureux qui est attaqué et qui se défend, qui prévoit les coups, part et riposte. Non, mais plutôt à un homme ivre ou aveuglé par la colère, qui frappe convulsivement et se détruit lui-même en détruisant. Les médecins ont bien nommé irritation cet état singulier d'un malade qui, par l'exaspération, se jette dans un mal pire. L'enfant qui se fait mal à crier et crie encore plus, l'homme qui se gratte ou qui tousse, offrent de communs et frappants exemples de cette agitation convulsive. C'est à peu près ainsi que je conçois tout un peuple en guerre. Donc, la cause est une profonde anarchie, le mouvement venant de partout, et le conseil étant aboli partout. Aussi, c'est un très mauvais signe lorsque chacun agit et d'abord pense par imitation. Lorsque règne l'opinion ou sans bouche, qui n'est que du bruit, sans aucune pensée. Abdication de tous. Il n'y a plus de souverain. Ni en la nation, ni en aucun homme, il n'y a plus de souverain, puisque chacun, et encore plus les chefs, prend pour fin de ne rien dire, et même de ne rien penser qui puisse choquer. Mais qui choquer? En ce vide de pensée, il ne reste que les forces mécaniques qui vont faire une sorte de cyclone humain, destructeur jusqu'à épuisement.